Bien le bonjour aux auditeurs, abonnés ou visiteurs de passage. J'ai envie de donner à cette chaîne un petit peu plus d'interactivité avec vous. Alors voilà ce que je vous propose. Je vous propose des foires aux questions auxquelles je répondrai au travers de l'œuvre de J.K. Rowling. Pour cette toute première version d'essai, je vais vous proposer des questions récurrentes que l'on peut se poser par rapport au paranormal, par rapport à la magie, à l'ésotérisme, au cheminement spirituel, à notre actualité, à notre vie quotidienne aussi. Les sagas Harry Potter, Animaux Fantastiques et toutes les autres œuvres annexes produites par J.K. Rowling m'ont accompagné comme une bible depuis 25 ans. Depuis 25 ans, j'ai évolué, j'ai changé, je suis passé par un chemin d'éveil quelque peu rock'n'roll, mais certainement un peu comme vous j'imagine. Mais à chacune de mes étapes de questionnement depuis 25 ans, il me suffit de relire l'œuvre de J.K. Rowling pour trouver toutes mes réponses. Et à chacun des paliers de conscience par lesquels je suis passé, j'ai trouvé des réponses. Et des réponses qui ont été validées par l'expérience, par des événements factuels. Et c'est ce qui me fait dire que c'est une œuvre réellement universelle. Donc de simple moldue à fraîchement initiée, puis à jeune apprenante, à apprenante de 7e année, etc. Je questionne encore cette œuvre lorsque j'en ai besoin, au fur et à mesure de mes avancées, et des réponses me sont données. Et je trouve ça toujours aussi extraordinaire. Et donc, j'avais envie de vous en faire profiter. Donc a priori, ça ne se fera pas sous la forme de live, parce que j'ai besoin de rassembler un certain nombre de questions, des questions pertinentes, pas des questions personnelles bien sûr, puis d'en faire la synthèse, puis d'enregistrer un podcast pour y répondre. Ainsi, je vous invite à utiliser l'espace des commentaires pour me poser vos questions. Et puis si cette formule vous convient et vous intéresse, eh bien à ce moment-là, on pourra faire une foire aux questions hebdomadaire. Alors ça ne m'empêchera pas d'enregistrer les podcasts, de continuer les séries, parce que j'en ai beaucoup en réserve et au moins jusqu'en 2030. Et aussi parce que l'œuvre de J.K. Rowling n'est pas achevée et nous réservera, de toute évidence, encore beaucoup de surprises. Bon allez, c'est parti. Première question. J'aimerais bien contacter mes guides, mais je ne sais pas du tout comment faire. Est-ce que vous auriez des conseils ? Non, je n'ai pas vraiment de conseils. Mais par contre, j'ai une question. Est-ce que vous avez reçu votre lettre de Poudlard pour rentrer à l'école ? Autrement formulé, est-ce que vous avez reçu l'appel pour rentrer dans votre processus d'éveil ? Le premier contact avec nos guides ne se fait pas sur demande. Il se fait sur une invitation de leur part, une sollicitation de leur part. Lorsque vous avez reçu l'appel, l'événement qui marque le début de votre processus d'éveil, c'est comme si vous rentriez à l'école de Poudlard. Vous allez faire la connaissance de vos enseignants, c'est-à-dire de vos guides, et c'est votre guide principal qui cherchera à rentrer en contact avec vous. Il est en quelque sorte votre chef de maison et vous accompagnera tout au long de votre processus, et même après. Une deuxième question récurrente maintenant. De quelle nature sont vraiment nos guides ? Qui sont-ils en fait ? Certaines personnes parlent de membres de leur famille défuntes, d'autres d'archanges, d'autres d'anges, d'autres de saints, d'autres n'ont que des prénoms, et d'autres disent encore qu'ils ont affaire à d'anciennes personnalités connues. Alors que penser de tout ça ? L'école de Poudlard, telle qu'elle a été imaginée, nous donne une interface plutôt réaliste de qui sont nos guides et de quelle nature ils sont. Si les enseignants de Poudlard sont l'équivalent de nos guides, alors nous avons la réponse à cette question. Et déjà, pour commencer, avant de recevoir la lettre de Poudlard, ou l'appel, certaines personnes de notre famille, des personnes défuntes, peuvent déjà nous préparer. Ils ne sont pas réellement nos guides, mais ils nous permettent déjà de nous mettre en condition pour ne pas être effrayés par la manifestation de l'au-delà. Et ça arrive en général lorsque nos ancêtres étaient déjà plus ou moins évolués au niveau spirituel. Alors on peut dire quelque part que si vous êtes déjà préparé de la sorte, eh bien c'est que vous faites aussi partie d'une lignée de sorciers, de médiums ou de personnes initiées. Et puis ensuite, c'est le plongeon dans le grand bain. Vous rentrez à Poudlard, et donc dans votre processus d'éveil, où vous rencontrez votre guide principal. C'est lui qui va vous chapeauter tout au long du processus, et qui va vous enseigner également une matière de sa spécialité. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions, ou presque, va vous donner les messages dont vous avez besoin pour évoluer. Il va aussi vous apprendre les règles applicables de l'autre côté et veiller à ce que vous les respectiez. Et puis bien sûr, il va vous enseigner. Et il va vous enseigner entre guillemets la matière qui correspond à sa nature intrinsèque. Comme Minerva par exemple, qui est une animingus et qui va donc prendre en charge les cours de métamorphose, l'équivalent du chamanisme. Alors dans nos expériences humaines de ce processus d'éveil, nous allons franchir plusieurs paliers de conscience, l'équivalent des années scolaires de Poudlard. Alors bien sûr, ça ne se compte pas en années terrestres,
mais plutôt en temps d'acquisition des connaissances et de ses développements propres. Et donc, comme à Poudlard, nous allons avoir divers enseignants, divers guides, qui vont intervenir au fil du processus pour nous enseigner des domaines particuliers. Lorsque nous sommes tout jeunes apprentis, nous avons l'équivalent d'un socle commun. Un socle commun aux 4 maisons. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast que j'avais fait par rapport aux 4 maisons, pour que vous puissiez comprendre. Et donc déjà dans ces premières phases d'apprentissage, d'éveil, nous pouvons avoir affaire à des guides de différentes natures. Des guides de nature humaine, qui ont donc fait déjà l'expérience terrestre, et qui sont relativement faciles pour nous à canaliser, puisque nous avons les vibrations énergétiques à peu près similaires, mais également des guides d'autres natures. Il y a l'exemple d'Hagrid, qui est un hybride, l'exemple du professeur Bean, décrit dans les livres mais pas dans les films, et donc le professeur Bean qui est un fantôme. Il y a aussi le professeur Flitwick, qui peut être considéré comme un être appartenant au petit peuple, puis le professeur Firenze, un centaure, donc une créature mythologique, qui lui prend le relais des cours de divination, et entre parenthèses beaucoup plus intéressant que le professeur Sibyl Trelawney. Et oui, parfois nous avons des guides chiants, mais incontournables. Et puis il y a Rogue, un professeur revêche au passé sulfureux, qui peut être considéré comme un guide sombre, mais non moins incontournable. Il y a Dumbledore également, qui est pour nous l'équivalent d'un guide de lumière, c'est-à-dire d'un être déjà réalisé, et qui n'intervient qu'à titre exceptionnel dans le cadre des enseignements. Exceptionnel, pas parce que vous êtes une vedette ou parce que vous êtes exceptionnel. Exceptionnel parce qu'en général, il y a un gros souci karmique derrière et vos guides ne sont pas à la hauteur de ça. Oui, en effet, il y a une hiérarchie céleste, une hiérarchie spirituelle de l'autre côté, qui n'est pas comme chez nous du tout une hiérarchie sociale, mais une hiérarchie de compétences et de connaissances. Donc c'est considéré comme un honneur lorsque Dumbledore reprend les rênes et offre des cours particuliers à Harry, mais il le fait surtout parce que Rogue a échoué. Eh bien oui, parfois nos guides sont encore faillibles. Et puis si Dumbledore reprend les rênes, c'est aussi parce que la destinée de Harry ne se limite pas à une évolution individuelle, mais touche à quelque chose de collectif. Donc lorsque vous avez des interventions de type archangélique, voire même carrément divine, dans vos processus d'éveil, bien sûr c'est un honneur, mais c'est surtout parce qu'il y a un gros morceau derrière, et quelque chose qui dépasse de loin votre simple personne. En gros, c'est Raphaël qui intervient, parce que les talents de Madame Pomme Fraîche sont largement dépassés, et que vous êtes destiné à aller au-delà d'un simple éveil individuel à la fin de votre processus. Mais c'est un peu la tuile aussi. En gros, vous avez découvert le Quidditch et vous adorez ça. Vous ne demandez qu'une chose, c'est de pouvoir vous éclater là-dedans. Et là, vous vous retrouvez missionné pour aller à la chasse aux Horcruxes. Parce que c'est plus urgent et plus important, et vous finissez donc par l'accepter, avec tout le lot d'enquiquinement qui l'accompagne. C'est le signe que vous allez traverser un parcours unique, et c'est aussi le signe que vous allez vivre beaucoup d'obstacles, et devoir traverser énormément de résistance personnelle. Voilà, donc pour répondre à la question, nous avons des guides principaux, nous avons des guides qui changent en fonction de nos capacités, en fonction de nos destinées également, et des domaines d'études pour lesquels nous avons plus ou moins d'accointance, et ceux-ci donc peuvent avoir des natures complètement diverses. Donc il est mieux, évidemment, d'être très ouvert lorsque l'on rentre en processus d'éveil, parce que nous allons faire la rencontre d'êtres d'une autre nature que la nature humaine. De manière factuelle, je vous invite à vous intéresser aux travaux de Patricia Daré ainsi que d'Anne Givaudan, lesquels au travers de leurs ouvrages vous explicitent cela très bien. Bien, et c'était une longue réponse, mais parce que c'est un domaine qui me passionne. Alors une question suivante, récurrente également, c'est quand que ça s'arrête le processus d'éveil ? C'est épuisant, on a l'impression de passer dans une lessiveuse, et plus on entend parler de lumière, de 5D, de nouvelles terres, plus on constate qu'autour de soi, à l'extérieur et dans l'actualité, tout part à volo. Alors c'est quand que ça s'arrête et c'est quoi l'issue ? Et oui, on se pose tous à un moment donné ce genre de questions. Alors à la question quand est-ce que ça s'arrête ? Eh bien ça ne s'arrête jamais. Le processus d'éveil, ce sont les années d'apprentissage qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes et de nous positionner sur notre mission. Tout comme à Poudlard, toutes les années d'enseignement spirituel ne sont pas que des parties de plaisir. C'est intense, exigeant et passionnant à la fois. Maintenant, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire à ce processus.
Il y a également nos éventuels problèmes familiaux qui rentrent en jeu pendant ce processus. Mais ça, c'est commun à toutes les époques et toutes les civilisations. Quelqu'un qui reçoit l'appel d'un processus initiatique spirituel abandonne complètement en général son ancienne vie, change de fait tous ses repères et s'éloigne provisoirement ou définitivement de son giron familial, de son ancien tissu social. Et souvent également doit dire au revoir à ses anciennes activités professionnelles. Au plus la vie d'avant était une vie de moldu parmi les moldus, au plus il est difficile de conjuguer cette vie-là avec les années de processus d'éveil qui vont suivre. Les processus d'éveil sont inracontables et incompréhensibles pour la plupart des moldus, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune notion du paranormal ou des mondes subtils. Ainsi, pendant les années de processus d'éveil, on fait des allers-retours entre ce que l'on apprend au travers des mondes invisibles et ce que l'on vit au quotidien dans notre monde de moldus. Lorsque l'on sait que l'on va devoir prendre des distances ou des distances définitives avec sa vie d'avant, sa famille, ses collègues, ses amis, alors on profite de ces allers-retours pour préparer ses au revoir ou ses adieux de manière paisible et sereine. Suivant les environnements dans lesquels on évoluait avant l'éveil, le niveau de difficulté à gérer sera différent. S'il s'agissait d'un environnement familial ou social relativement toxique, à l'instar d'Harry Potter ou de Sirius Black, alors on devra gérer des ruptures de liens définitifs, mais dans la paix. Si l'on se trouve dans un contexte équivalent à celui d'Hermione, eh bien ce ne sera des distances que provisoires. Si cette fois le contexte est l'équivalent de celui de Ron, qu'on est déjà issu d'une famille spirituellement évoluée, eh bien il y aura une continuité de la vie d'avant et de la vie d'après. Ainsi, le degré de difficulté des processus d'éveil est aussi fonction de son contexte familial et social. Et puis pour terminer de répondre à cette question, parce qu'il y a encore une couche supplémentaire, les éveils spirituels actuels s'inscrivent dans un contexte de changement civilisationnel. Une fin de cycle plutôt tumultueuse, une période d'apocalypse similaire à ce qu'a connu l'Atlantide, l'Égypte, la Grèce et la Rome antique, bref, une fin de civilisation qui doit déboucher sur une nouvelle ère, comme la Terre n'a cessé d'en connaître. Et pour nous, il s'agit donc d'assister à la fin et à la destruction de l'ère matérialiste en fait. Et ça va se passer exactement comme ça s'est passé dans la saga d'Harry Potter, avec la résurgence des mouvements lucifériens et satanistes qui sont à deux doigts d'avoir la main mise sur notre monde et contre lesquels nous allons nous insurger, nous battre aussi, pour réinstaller une véritable humanité. Alors de toute évidence, il y a des énergies contradictoires qui viennent nous perturber, qui viennent s'interposer dans nos processus d'éveil, et tout cela concourt à ce que les éveils aujourd'hui se passent de manière relativement difficile et éprouvante. Donc pour conclure sur cette question, ça ne s'arrête jamais, oui et non. En fait, la difficulté va s'arrêter individuellement au moment où l'on vit la mort de l'ego, qui aboutit à la grande révélation ou à l'illumination, comme on veut l'appeler, et collectivement, lorsque le capitalisme aura sonné le glas, ce qui se traduira par la dissolution et la liquidation de toutes les organisations type Davos et compagnie, mais partout dans le monde, et avec les grands procès qui s'en suivront pour les individus qui en composent la fine équipe. Coïncidera à peu près avec cette période, pour nous tous qui sommes en ce moment sur des processus d'éveil, la vraie mise en place de nos missions, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et nous reprendrons donc tous le cours de notre évolution normale. Et voilà, et l'évolution, c'est ce qui ne s'arrête jamais. En gros, on aura la paix quand Voldemort sera détruit, alias Soros et compagnie. Et puis après cette période difficile et délicate, eh bien les éveils spirituels se feront de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus agréable. Allez, une dernière question pour cette première FAQ d'essai. Une question franco-française. Une question d'actualité moldue. C'est quand qu'il va partir, Macron ? Bonne question, hein ? J'avais déjà répondu en partie à cette question dans un des podcasts. Macron est à rapprocher d'un des personnages de la saga, de Dolores Ombrage. Tout comme elle, il ne fait pas partie directement de l'armée des Mange-Morts. En fait, il ne provient pas et ne fait pas partie des cercles de pouvoir qui sous-tendent les orientations et les directives des gouvernances et des puissants. En gros, il ne fait pas partie
directement de ces familles qui composent les États profonds. Il est indirectement l'un de leurs pions facilitateurs, mais ce n'est pas un initié. Alors il est relativement protégé par ces cercles de pouvoir, parce qu'il partage exactement leurs lignes, mais il ne prend pas part à leurs décisions. C'est une personne isolée, quelqu'un qui fait bande à part, qui ne sert que ses intérêts propres, comme le font tous les pervers narcissiques. Donc on voit bien dans la saga que l'école de Poudlard a beaucoup de difficultés à se débarrasser d'Ombrage, laquelle, en bonne pervers narcissique, s'est octroyée une place et une fonction totalement illégitimes et hors de ses compétences, mais parfaite pour exercer sa tyrannie, sa cruauté et son sadisme. On a bien affaire au même genre de personnage. Malgré plusieurs tentatives pour éjecter cette usurpatrice du château de Poudlard, ce sera finalement le fantôme Peeves, l'esprit frappeur, qui en aura raison. Alors, si il s'avère vrai que Macron s'amuse, use et abuse via des commanditaires de certains rituels de magie pas très blanche, il est fort possible que nous assistions à son retour de bâton, qu'on le voit prendre ses jambes à son cou et se faire exfiltrer sans qu'on en comprenne exactement les véritables raisons. Ça, c'est une grande possibilité, parce que quand on s'amuse avec ce genre de magie, en général, ça termine pas très très bien, et les pervers narcissiques s'amusent souvent à défier ce genre de choses, comme ils défient la loi, l'ordre et les institutions, et comme ils défient également la mort, par des abus divers et en tout genre. Et de toute façon, ces gens-là terminent toujours leur destruction par de l'autodestruction. Donc restons attentifs aux signes dans leur symbolique, car nous pourrons ainsi repérer le moment où lui aussi sera chassé du château. Je peux me tromper bien sûr, mais pour ma part, je pense que l'épisode des casseroles est l'équivalent de l'épisode dans la saga où les jumeaux Weasley ont déclenché la zizanie. C'est un petit peu le même genre d'énergie quelque part. Et donc le moment qui suit, eh bien, c'est la reprise du flambeau par l'esprit frappeur. Difficile de prévoir des dates précises. Et puis la divination, c'est pas du tout mon truc. Mais je pencherai quand même pour les alentours de la rentrée scolaire. En fait, Ombrage quitte le château la veille du dernier jour de classe. En fait, le jour de l'examen qui est boycotté par les frères Weasley. Ça correspond bien à notre fin d'année, fin également de l'année scolaire. Ultime recours à la motion de censure, encore une fois rejetée à l'Assemblée nationale pour abroger la loi sur les retraites. Je sais pas, mais on sent bien le vent tourner là sur ce coup-là. On verra. De toute façon, ce sera une demi-victoire, parce que lui continuera à sévir dans d'autres instances, et ceux qui prendront sa place ne vaudront guère mieux que lui, voire seront même pires. Bon allez, grosso modo, je penche pour septembre-octobre. Dans la grande histoire, il n'était là que pour réveiller les troupes endormies. Une fois de plus, exactement comme le personnage de Dolores Ombrage, ses objectifs étaient de scléroser toute forme de liberté par des lois et des décrets, tous plus abjects et injustes les uns que les autres, de museler l'information en s'acharnant en priorité sur les lanceurs d'alerte et d'installer en minaudant sa tyrannie. Les deux personnages réellement fusionnent. Bon allez, Peeves, c'est à toi de jouer. Mets-y tout ton cœur et surtout fais-toi plaisir. Bien, pour la suite, j'attends vos questions. On verra si l'œuvre de J.K. Rowling peut y répondre. Et d'ici là, portez-vous bien.